to the picture meets behind. Hey, hey, my mind. Out to the blue, into the blind. Eh bien, bonjour Laurent et merci d'avoir accepté de faire une petite apparition sur ma chaîne YouTube pour cette vidéo dédiée à Foxboy. Je te remercie sincèrement d'être venu Avec et plaisir. le plaisir est partagé. Et alors, j'aimerais directement commencer l'interview en fait en te posant une question très importante avec tout ce qui s'est passé dernièrement, le Covid, etc. Et je pense que c'est la plus importante de l'interview. Comment ça va? Ça va pas mal puisqu'on en a parlé un petit peu avant. En effet, moi je l'ai eu pour Oui. la première fois là, toute la famille il y a juste 3 semaines, donc je continue un peu de tousser, donc faudra m'excuser si je dois m'éclaircir la gorge de temps en temps, mais Tu es on m'a un pardonné. petit peu enlevé le cerveau à la petite cuillère. J'ai l'impression d'avoir été un peu lobotomisé en fait. On parle pas beaucoup de cet effet-là du Covid, mais s'il y a des moments je cherche mes mots, c'est pas juste que j'ai un Alzheimer précoce, c'est que le Covid m'a un peu diminué, j'avoue. Ouais. Je comprends, je suis Mais passé ça par là va. aussi. T'es Super. passé par là aussi? Ouais, Bon, bah, ça ouais, va alors. donc je ne peux que te comprendre. Alors, la question qui suit, c'est une question un petit peu qu'on t'a souvent posée, mais c'est vrai que peut-être des gens ne connaissent pas encore le personnage et ne savent pas comment il est venu au monde, ce personnage. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as eu l'idée de Foxboy, comment Foxboy a germé dans ton esprit? Alors, déjà, je l'ai créé en 2011, donc ça fait déjà 11 ans. Euh, à la base, j'ai toujours eu envie, moi, de faire un personnage type super-héros, parce que j'ai grandi en France. C'est surtout les séries Marvel qui étaient particulièrement bien traduites en français. Je sais pas si en Belgique, vous aviez les mêmes revues, en fait. C'était l'équivalent de la revue Strange, Titan, Alors, Spilet. on avait des Strange, mais je pense qu'ils n'étaient pas aussi faciles de les trouver qu'en France, je pense. De temps en temps, quand j'étais petit, je pouvais en trouver dans les supermarchés, tout ça, mais voilà, des Nova aussi. Ouais. Et les Strange, quoi, de temps en temps. Et ben moi, c'était beaucoup ces revues-là, mais moi-même, je les achetais d'occasion. Je suis né en 77, donc j'ai commencé à les acheter, les lire, les collectionner furieusement en 87, Mhm. jusqu'à environ 92, 13, 14, 15. Là, c'est l'adolescence. Je me suis un peu mis dans les comics en VO, donc acheté beaucoup en anglais directement, des Ouais, ouais. floppies, comme on dit, hein. Euh, mais ce qui a été assez formateur pour moi, c'est vraiment les séries Marvel. Donc, c'était les X-Men de Chris Claremont, le Daredevil de Frank Miller, puis dessiné par David Mazzucchelli, puis ceux de Anno Santi, John Romita Jr. Donc, il y a déjà eu l'idée de super-héros un peu vigilantes, mais surtout des héros avec des petits pouvoirs, des héros de quartier. Daredevil officiant à Hell's Kitchen, c'est même pas New York son terrain de jeu, c'est vraiment un coin de Pas Manhattan, New York, oui. Hell's Kitchen. Et je pense que ce côté ouais, héros du quartier me parlait plus que le côté de Jim Starlin et les grandes sagas cosmiques qui me laissaient plus de. J'étais surtout assez dubitatif de mélanger des concepts comme l'éternité, la mort, qui étaient des concepts extrêmement abstraits et au final qui me parlaient pas beaucoup parce que ça me semblait toujours un petit peu flan en fait. Mhm. Tandis que Daredevil était concret, même ses rencontres avec le Punisher, avoir des idéologies extrêmement différentes. Et pareil pour les X-Men, malgré un pendant cosmique assez présent, il y avait quand même globalement un côté militant, un peu genre les Black Panthers, quoi. Il y Ah, avait bien un sûr. côté politique très présent, des problématiques humaines, éthiques, et puis ils étaient super cool, quoi. Wolverine, sa relation avec Diablo, Colossus, Tornade, je trouvais ça. Donc c'est surtout ces séries Marvel et l'interaction entre les séries, ce qui manquait beaucoup à la bande dessinée franco-belge. Même si j'ai beaucoup lu d'Astérix, de Gaston, de Tintin, le fait qu'ils n'interagissent pas et ne fassent pas partie d'un même univers était quand même vachement limitant. Une fois que tu refermes un Tintin, tu sens que le monde ne vit pas en dehors de ce que crée soit Franquin, soit Hergé. Tandis que chez Marvel,
chaque personne officie à agrandir un énorme monde. C'est le côté qu'on a un peu dans les mondes virtuels, type Fortnite, etc., mais bien avant l'heure et sur papier. Ouais. Et c'est ça qui était extrêmement séduisant pour le gamin que j'étais. Donc Foxboy vient de cette fascination d'enfant, forcément, qui, adulte, a voulu créer sa propre série de super-héros. Et est-ce que tu te doutais, enfant, qu'un jour, tu aurais justement l'audace de faire du comics super-héroïque? Est-ce que tu pensais que ça arriverait un jour? Je pense qu'enfant, on se pose pas tellement ça parce qu'on peut dire indifféremment, avec le même aplomb, je serais ingénieur des mines ou astronaute ou Ouais, ouais, cow-boy ouais, quand on bien est sûr. enfant. En fait. Donc je pense qu'on se pose juste aucune limite. On n'a pas de. C'est après qu'arrive la honte en fait, et la honte, elle nous inhibe parce qu'il y a le manque de confiance, il y a le côté mince. Si je dis que je veux être une star du hip-hop, on va penser que je suis juste hyper prétentieux. Mais ça arrive après quand on est gamin, on n'a pas de filtre en fait. Donc je sais pas si je crois que je me rappelle pendant longtemps pendant un moment je voulais être maquilleur d'effets spéciaux dans les D'accord. films, le côté faire des moulages, des prothèses, avoir des poires dans lesquelles tu appuies pour faire sortir du sang, je trouvais ça hyper cool. Le côté transformation, la découverte du clip Thriller de Michael Jackson, Thriller, ça a été une révélation parce que j'avais 7 ans en 84 et voir Ouais, c'est les vrai que ça devait être. créatures qui dansaient avec Michael Jackson, le passage du loup-garou, ça a été une vraie révélation. Et je pense que les comics que je préfère ont une composante d'horreur très présente. Oui, tout à C'est-à-dire qu'on fait, n'est oui. pas dans un monde. On n'est pas dans un monde technologique à la Iron Man, on est plutôt dans un monde de magie et de fantastique où les protagonistes sont soit eux-mêmes des formes de loup-garou, puisque Foxboy est lui-même un renard-garou, c'est-à-dire un loup-garou mais en cheap, quoi. Bien C'est sûr. un petit gamin, il a très peu de pouvoir, il n'est pas très baraqué, il n'est pas très fort. Quand on regarde, il affronte un loup-garou, il affronte un vampire. Donc voilà, exactement. Il y a ce côté, les contes de la crypte, horror comics, les BD type les contes de la crypte, Creepy, Vampirella, Eerie. Et je reprends ces codes-là parce que vraiment, il y a cette passion pour l'imaginaire Ouais, fantastique qui fait ouais. frisson. Pas trop pour le gore, mais beaucoup pour le fantastique. Et Foxboy, même les héros Marvel, quoi. Hulk, c'est une sorte d'adaptation de Jekyll et Mr. Hyde, Ouais, tout à fait, ouais. mélangé à Frankenstein. Wolverine, c'est peut-être le personnage le plus proche de l'idée d'un loup-garou, d'un homme loup sauvage, poilu, hirsute. Spider-Man vient lui-même son costume d'un costume d'Halloween. Batman, c'est Dracula mélangé à Zorro. Enfin, on peut énumérer un peu tous les personnages, les grands personnages de comics des monstres de la Universal, et on se rend compte qu'ils ont Mhm. un équivalent en super-héros, quoi. Ben, ça se ressent parce que, d'ailleurs, attends, je sors un peu du cadre parce que j'ai des petites choses à prendre. C'est vrai que je les ai sous la C'est bien, main, il mais faut sortir du cadre. Voilà, c'est ces petites choses-là que tu nous as envoyées avec Comics Initiative. On sent un petit peu l'amour pour les films de monstres, les films d'époque. Quand on regarde ces petites cartes-là qui font un peu penser aux films des années 50, aux films d'horreur des années 70, etc. Donc, franchement, c'est super cool. Et je trouve, moi, en tant que lecteur, c'est vraiment ce qui m'a séduit avec Foxboy, c'est que ça sort un petit peu du cadre habituel dans lequel on voit un super-héros évoluer. Ça fait tout son charme, en fait, le côté fantastique. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, j'aimerais voir plus de tes noirs et blancs, parce que je les aime beaucoup. J'adore la couleur, hein, mais les noirs et blancs, je trouve il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose qui renforce le côté un petit peu, tu sais, fantastique, épouvante, que moi, subjectivement, je ressens un petit peu moins avec la couleur. Mais alors avec le noir et blanc, par exemple, le vampire et tout ça qu'on voit juste ici, ouais, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, quoi, qui, moi, me séduit particulièrement. Moi, j'adore la BD noir et blanc, que ce soit chez les Américains, Bernie Wrightson étant mon influence peut-être la plus Oui, oui, visible, bah, c'est un génie. ou, voilà, ou Alan Davis chez les Anglais, Corben. Chez les Italiens, c'est Topi et Battaglia qu'on va retrouver aux éditions Mosquito, que j'adore aussi. Donc pour moi, une bonne BD doit fonctionner en noir et blanc. Comme un film doit fonctionner sans la musique. Si on ajoute la musique, ça appuie une émotion.
ça appuie quelque chose. Et c'est pareil. D'ailleurs, je pense qu'en bande dessinée, la couleur joue le rôle que joue la musique dans un film. La couleur, je vais prendre, là j'ai un album là, donc en fait là on enregistre cette vidéo, on est le 29 avril, c'est le jour où Foxboy Le jour sort en J. librairie, ce tome-là. Et en fait, je vais prendre exprès l'album à l'envers, et en fait si on retourne un album, je prends une page au hasard, et on va voir une palette chromatique, on va voir des teintes qui se dégagent, donc on Ah a ouais. souvent du turquoise ou du jaune, là ici on voit du rouge, c'est un souvenir à ce moment-là. Là, c'est une autre séquence, mais ça marque un souvenir aussi, mais pas au même moment. Et en fait, à l'envers, mettre un livre à l'envers permet de mieux se rendre compte d'une palette de couleurs qui domine. Ici, on a une palette froide, un mélange de bleu, de vert, de turquoise. Donc, on arrive dans une Ouais, couleur ouais. qui, en termes émotionnels, amène à l'effroi, à la peur, au saisissement. C'est le frisson dans le dos. Donc, quand j'amène Ok. cette couleur-là, c'est comme si je mettais une musique qui amène une espèce d'angoisse. Elle n'a rien à voir avec ce qui est dit dans les dialogues ou dans le découpage ou dans le dessin en tant que tel, mais cette couleur elle-même amène une émotion comme s'il y avait une nappe de synthé à la John Carpenter dans The Fog, par exemple, Ouais, ouais. pour prendre un exemple que j'adore. Mais je pense beaucoup à la couleur, non pas comme un élément pour colorier, du genre le ciel est bleu, l'herbe est verte, tout le Mais monde pour le apporter sait. une ambiance. Elle apporte une ambiance, quitte à trahir la réalité. Ici, là, c'est l'épisode qui se passe en Auvergne, donc la rencontre avec un loup-garou, tout se passe Ouais, pendant ouais. une nuit unique. Et donc, je voulais une unité de couleurs, d'ambiance, et quasiment tout cet épisode est inhabituellement peu bavard, j'ai envie de dire. C'est assez silencieux, il y a très peu de dialogue, mais je voulais laisser la place à la nuit, à l'émotion, et que tout se passe comme dans un film où Massacre à la tronçonneuse, il y a tout un tiers du film où il ne parle plus. Il y a juste ce bruit de moteur qui nous rend dingue, hystérique, et les hurlements de la fille qui court dans tous les sens. Et voilà. Donc, ça me fait plaisir ce que tu dis sur le noir et blanc, parce que j'adore le noir et blanc, mais parce que j'utilise la couleur et que je suis aussi le coloriste, j'essaie de trouver une fonction narrative à la couleur Mhm. et émotionnelle. Donc, Mais ça marche super bien. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur quelque chose, mais ça m'est sorti de la tête. Enfin, ça me reviendra. Mais c'est bien que tu aies montré l'album de Comics Initiative, justement. Ça me permet d'embrayer directement et de faire la transition sur l'autre question. Sachant que tu as commencé Foxboy, pardon. Enfin, Pot le Harn, parce que je le prononce bien cette fois. très Enfin, bien. j'espère. Ah, Podward, super. garçon Pot le renard Harn. en breton Pour le méditerranéen. Louarnig. Ensuite, tu as déménagé Foxboy chez Delcourt. Et du coup, ma question tourne autour un petit peu de la propriété intellectuelle. Comment ça se passe quand on édite un personnage qu'on a fait pour une maison d'édition, pour une autre édition? Qui gère les droits? Est-ce que les droits se rachètent à l'autre, etc. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui se passe derrière le décor, dans les coulisses un petit peu? C'est très artisanal parce qu'on n'est pas dans un pays où les avocats vont clôturer les champs un petit peu comme aux États-Unis où tout finalement est affaire de propriété, de délimiter le champ d'action de tout le monde. Ici, c'est encore dans la vieille Europe avec ce petit côté un peu amateur, sympa, artisan qui fait que, en fait, tout simplement, quand il y a eu en 2011, à l'occasion de la nouvelle formule d'un magazine à tout petit tirage, dont la principale vocation est de comment dire, vulgariser la langue bretonne, c'est-à-dire de Mhm. continuer à faire vivre une langue qui clairement est en train de mourir, quoi. D'accord. Euh, et donc c'est un sujet qui me tient à cœur. J'avais fait un petit peu de breton à la fac il y a très longtemps. Ma famille n'est pas du tout originaire de régions brittophones. Comme vous, il y a le flamand, le wallon. Et, donc moi, Tout je à suis fait. vraiment issu de la partie francophone de la Bretagne. Souvent, quand on pense Bretagne, on va se dire, tiens, en Bretagne, on parle breton comme en France, on parle français. Or, en France, on parle corse, basque, catalan, alsacien, le ch'ti dans le nord est un dérivé variant, etc. Donc en Bretagne, on parle le gallo, qui est une forme de patois. Alors les linguistes me taperaient sur les doigts en disant non, c'est une langue. Il ne faut pas déprécier, c'est une langue. Mais par rapport à la langue française unifiée par le journal de 20 heures de TF1, effectivement, il y a des accents, il y a des langues, il y a des singularités. Et en Bretagne, on parle le breton
dans une petite partie du Finistère, du Morbihan et tout au fond, c'est-à-dire, Côte d'Armor, Mhm. Morbihan et au fin fond, le département au bout du triangle, là, face à la mer, qui est le Finistère. Moi, je viens de D'accord, Rennes, de l'entrée de la Bretagne. Il n'y a pas de tradition vraiment du parler breton. Mais c'était d'accord. un goût personnel et collaborer avec ce magazine depuis 20 ans, en fait. Ça fait 20 ans que je fais des jeux, des petits D'accord. dessins, des histoires illustrées pour eux et j'en suis plutôt très content. Ça me plaît bien. C'est des petits moyens, il n'y a pas beaucoup de sous, mais quand j'ai voulu faire une série de super-héros et qu'aucun éditeur ne signait mes projets, mais peut-être parce qu'ils n'étaient pas très bons non plus, en fait, j'ai utilisé le prétexte de la nouvelle formule de ce petit magazine pour enfants, ce magazine associatif, Loarnig, qui s'appelle Petit Renard, Mhm. et je leur ai fourgué mon idée de faire du format super-héros. Donc, D'accord. double identité, costume et pouvoir magique, quoi. Ok. Et comme ça s'appelait Loarnig, Petit Renard, j'ai réfléchi, j'ai dit, tiens, l'idée d'un personnage qui serait un peu la mascotte de ce journal-là d'emblée, puisque c'était un renard-garou, le garçon renard, je dis, bon, pour plein de raisons, je trouvais ça intéressant. Le renard étant un personnage un animal qu'on trouve en Bretagne, qui est assez peu exploité en comics au final. Il y a bien eu Zorro quelque part en espagnol, ça veut dire renard. Oui. Il y a eu The Fox, mais qui est pas ni chez DC ni chez Marvel. Bon, c'est un personnage un peu discret, ses petits cousins, voilà, c'est pas les Américains, ils ont 50 Cent et Eminem, nous, on a Orelsan. Et il y a un petit côté, il y a un côté petit cousin de province et on l'aime comme il est en fait, ou Roméo Elvis, peut dire, pour citer aussi pour la Belgique. Oui, c'est vrai. On n'a pas à avoir honte de ça, au contraire, faut revendiquer que, on a, je cite souvent Victor Hugo qui disait un lion qui imite un lion est un singe. Donc, on va pas besoin d'imiter Superman ou Daredevil, faisons les nôtres propres et comment dire, assumons complètement ce côté européen et faisons-en une spécificité et une force. Stromae, aujourd'hui, il est reconnu dans le monde entier parce qu'il amène cette petite touch et c'est pas qu'une petite touch, c'est immense ce qu'il apporte. Et bon sang, personne peut être Stromae à sa place et il le fait mieux que personne. Donc, je pars de ce principe que on peut montrer une voie différente, ce qui permet de ne pas être un sous-Spider-Man ou un sous-Batman ou un sous je ne sais quoi, et d'essayer d'être le meilleur de soi-même. Donc, assumer le côté français, mais pas parisien, le côté en région, en Bretagne. Et l'imaginaire, le folklore est suffisamment riche pour ça, pour que ce soit réellement une force. Et puis après, le pari, c'est que les gens s'y reconnaissent et puis aient envie de lire, quoi. D'accord. Et tu me parlais des droits à la base, et j'ai dérivé. Ouais. Mais c'était, Euh, mais c'est franchement, c'était super intéressant. Mais oui, ouais, mais la question sur les droits entre comment ça s'est passé pour que Foxboy ouais. passe de Louarnig à Delcourt. Alors, Loarnig, tout simplement, on a fait un contrat. Et comme eux, c'est pas trop leur truc, leur boulot, c'est pas d'exploiter des albums dans le sens où ils vont tirer des éditions à l'étranger ou peut-être éventuellement en cas de succès faire un film, des jeux vidéo ou des Mhm. séries télé Netflix. Eux, c'est tout simplement on fait un contrat où toi, tu nous donnes 3 pages par mois d'une série qui s'appelle Potlouarn Foxboy Garçon Renard. Et puis nous, on le publie dedans et puis tu auras tant 150 € par planche en couleur tous les mois. Voilà, c'était ça le deal. Ou peut-être 100 D'accord. € au début. Donc, je faisais 3 pages par mois, donc 300 € et ça me servait à arrondir un peu mes fins de mois, mais surtout à pouvoir entamer un stock de pages et d'histoires au fil du temps dont je restais le propriétaire des droits, tout simplement. Donc, quand j'étais à Delcourt, on a fait un contrat type Delcourt, mais de toute façon, ce premier contrat faisait que, de toute façon, j'étais reconnu comme le créateur de la D'accord. série. Ce dont Delcourt, en 2014, devenait momentanément copropriétaire avec moi, c'était des planches que je créais dans le cadre des 2 albums qu'on a fait pour Delcourt, qui sont derrière toi. Là, j'en aperçois un, en tout cas, sur ton Oui, tout à fait. Le étagère. premier qui est juste là. Exactement. Ouais, celui-là, qui est paru en 2014. Donc, celui-là était tout simplement comme n'importe quel album signé chez un éditeur franco-belge, on va dire, la copropriété de l'éditeur et de l'auteur. C'est-à-dire, je ne peux pas, moi,
faire une suite ailleurs si j'ai pas l'autorisation que Delcourt arrête la commercialisation, D'accord. et qu'ils m'ont rendu la possibilité de repartir avec les droits. Donc, il y a eu 2 années, deux albums qui ont pas trop mal fonctionné, honnêtement, mais le marché de la BD étant ce qu'il est, il fallait vendre plus que 2-3 000 albums pour qu'il soit pérenne pour une maison d'édition type Delcourt de continuer à exploiter ça. On va dire que 500 exemplaires auraient été clairement un échec, que 2, 3, 4 000 albums, c'est pas mal du tout, mais que peut-être aussi que Delcourt ne savait pas trop comment vendre cet album-là, comment le pousser. Peut-être que les libraires ne comprennent pas trop qu'il y ait des séries format comics, alors qu'ils ont déjà suffisamment à faire avec une tonne de franchises type Marvel, DC, Image Comics, qui n'ont peut-être déjà pas forcément le temps de lire, même tout simplement. Donc, en fait, la série ne cartonnait pas sans doute assez. Je dis sans doute parce qu'en fait, on n'a jamais eu cette discussion. Ça n'arrive pas, tout simplement. On se rend compte que les choses traînent. Parce qu'on ne répond pas à nos mails et parce que les gens avec qui on travaille, moi, par exemple, je travaille avec Thierry Mornay, donc les Monsieur Comics chez Delcourt, qui est un copain. Je l'ai encore eu au téléphone 1 heure ce matin. On se connaît, on s'apprécie, on est copains. Mais je parle avec Thierry Mornay, mais je signe avec Guy Delcourt. Or, Guy Delcourt, j'ai dû lui parler une fois dans ma vie au Festival Quai des Bulles, quand je suis allé me présenter à lui en disant bonjour, je vous allais éditer mon bouquin dans 2-3 mois, et il voyait juste vaguement ce que je faisais parce que un directeur éditorial lui a dit tiens, j'aimerais bien pousser ce truc-là. Mais voilà un petit peu, c'est le côté hiérarchique qu'on trouve dans n'importe quelle boîte. En fait, on est embauché, on a un supérieur direct, peut-être un deuxième, mais pas 3 ou 4 au-dessus. On ne connaît pas le propriétaire de la boîte. C'est un peu comme ça. Donc, je pense qu'à un moment, les gens avec qui on travaille ont autant envie que nous de faire un bon livre et qu'ils se vendent bien. Mais au final, on n'a pas forcément une vraie discussion où on se dit tiens, ça aurait peut-être pas dû être la bonne collection. On l'a peut-être pas sorti au bon moment. Il se trouve qu'à un moment, on se rend compte que les choses traînent et qu'il faut déduire que la série s'arrête, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Si tu avais été, si tu étais resté dans un univers parallèle, admettons, chez Delcourt, quel aurait été le bon moment pour le sortir selon toi? Mais j'en sais rien, en fait. Pour le coup, peut-être que ça aurait moins bien marché si on l'avait sorti 1 mois avant. Peut-être que ça aurait rien changé si on l'avait sorti 6 mois après. Comme on dit, le succès a toujours plusieurs pères. Seul l'échec est orphelin. Donc, dans ces cas-là, quand une série s'arrête, on a tendance à penser tiens, le dernier Intel n'a pas marché. Le dernier Loisel ou la nouvelle série Batman de Tom King ou machin. On va pas se dire est-ce que ça a été sorti au bon moment? Est-ce qu'on a laissé le temps aux auteurs de sortir suffisamment d'issues en amont pour pouvoir penser là, etc. On a toujours tendance à penser à la marque, c'est-à-dire à l'auteur, en se disant le dernier de tel auteur n'a pas fonctionné. Et en fait, il y a souvent, c'est multifactoriel. Et moi, je reste absolument persuadé que le Foxboy à ma série a un potentiel dans lequel je suis à peine rentré, en fait. Et tout comme un vin, on connaît l'intérêt d'un vin que quand on connaît le cépage, le terrain, on l'a mis, le viticulteur, quand on a plusieurs vendanges, plusieurs vins, qu'on le laisse mûrir, qu'on a le temps de le confronter, de le présenter aux gens qui connaissent, apprécient. Pareil pour le whisky. Il suffit pas de ramasser du houblon pour l'un ou du raisin pour l'autre pour connaître le potentiel. Or, aujourd'hui, on est à une époque où si on n'a pas une sorte d'immédiateté dans la reconnaissance, on arrête les choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un Tardy, un Möbius et plein de gens n'ont sans doute pas le temps d'exister parce que comme ils sont un peu atypiques, on ne les identifie pas tout de suite comme quelque chose d'intéressant, comme des gens ayant un propos, une forme de point de vue particulier. Or, ils sont arrivés à une époque où ils ont pu travailler dans des journaux, s'améliorer, avoir un public, avoir le temps avec un premier album de marquer une croix, avec un deuxième de marquer une autre croix, et entre les deux de tracer une trajectoire, d'indiquer une direction. Et tout ça aujourd'hui est le travail d'éditeurs qui sont, à mon sens, censés discerner ce qu'ils éditent
de voir le potentiel réel dans les 400 et quelques productions annuelles d'un Glénat ou d'un Delcourt. Or, aujourd'hui, de plus en plus, la taille même des machines le fait même qu'on est à 5 ou 6 000 sorties annuelles. Et là, je dépasse le cadre des comics ou des mangas, mais je parle vraiment de la bande dessinée en général, doit se poser la question du mécénat dont le rôle est aussi de prendre une part de risque en disant on n'est pas totalement dans un aléatoire de roulette où on met toute sa fortune sur le 18 et puis on lance la roue. C'est pas comme ça. On est censé connaître ce qu'on fait. Ce que disait Stanley, il faut pas donner aux gens ce qu'ils aiment déjà, mais leur proposer ce qu'ils réclameront demain. Okay. Attendu que j'aime bien les formules, hein, celle de Bossuet qui dit vouloir être dans le vent est une ambition de feuille morte. Et je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs sont dans le tiens, il y a du zombie, allez hop, on pète du zombie. Ah, c'est fini le zombie, c'est quoi maintenant? Bah, c'est ça. À un moment, c'était les comics. Comme la locomotive Walking Dead, qui artificiellement a surgonflé le marché des comics et personne s'en est plaint et il voyait une espèce de victoire de la pop culture au lieu de se dire mais non, c'est quelque chose de provisoire parce qu'on a un phénomène tout à fait exceptionnel. Il y a la concomitance des films et des séries qui amènent un éclairage tout à fait intéressant et donc plein de gens se sont greffés sur des éditeurs historiques qui étaient peut-être là pour des raisons plus sincères, quitte à noyer le marché à un moment et de le laisser exsangue au moment où cette locomotive, Walking Dead, s'arrête. Et là, on est 3 ans après. On a plein d'acteurs qui semblent s'étonner qu'on tombe à 4% de part de vente de marché dans les comics par rapport à la bande dessinée et surtout le manga. Mais quelque part, il faut ouvrir les yeux, c'est que la situation était avant tout à fait exceptionnelle, sans doute en bonne partie artificielle, et que le réveil, il est relativement violent. Et c'est là où on peut aussi compter peut-être les acteurs avec peut-être une vue à plus long terme. C'est là où le financement participatif et un rapport direct avec les lecteurs s'impose comme quelque chose qui ressemble un petit peu en agriculture au fait d'être soi-même producteur et d'aller faire les marchés pour expliquer sa démarche locale, bio, etc. Et c'est un peu cet équivalent-là avec la culture, la création, dans le fond et dans la forme, parce que Foxboy, il est totalement pensé sur le territoire, puisque il est pensé comme européen, breton. Dans mon quartier, il va jusqu'à habiter ma maison, en fait. C'est la maison que je dessine, son quartier, c'est le mien. Et que dans la forme, c'est produit en France, c'est entièrement imprimé en France, c'est fait auprès des lecteurs. Et j'adore cette idée qu'il y ait une réelle cohérence jusqu'au bout du pensée globale, agir local qu'on peut rechercher par ailleurs dans la bouffe et dans pas mal d'autres domaines, et de l'appliquer à la culture et pourquoi pas aux super-héros. C'est très bien. En plus, tu as fait une super transition puisque tu as parlé du financement participatif. Parce que après Delcourt, il y a eu ce qu'on connaît aujourd'hui, Comics Initiative. Et donc, ce projet de financement participatif, est-ce que tu t'attendais à un tel soutien quand tu as proposé Foxboy par le biais du financement participatif? Alors, dire oui, ce serait extrêmement prétentieux parce que effectivement, le premier, on l'a fait en 2018, non pas pour, le premier autour de mes créations, on va dire. J'avais rencontré Michael Jérôme qui écrivait des articles. Hop, quand ça tremble un petit peu mon téléphone, parce que j'attrape des bouquins posés sur la table devant moi où mon smartphone est en équilibre, donc ça fait un peu tour de Pise. Ça va, je suis rassuré. Donc on avait fait ça en 2018. Non, tout va bien. Ouais. Qui était, j'ai enlevé la jaquette, qui était donc la jaquette, pas de bol, c'est une couverture blanche. Je n'ai pas pris un bon exemplaire. Qui était un artbook, donc un bouquin où, où il y avait beaucoup de commissions que j'ai pu faire depuis des années. Des dessins de personnages de la pop culture, etc. Et ce premier bouquin, en 2018, pour moi, c'était pour tester le financement participatif. Michael Jérôme, qui venait de faire Kirby and Me, un hommage à une lettre d'amour à Kirby à l'occasion du centenaire de la naissance du King des comics. Alors, on le voit pas, mais il est la bibliothèque. Peut-être si je fais ça, il faut que les gens... on le voit. Ah oui, exactement. Juste là.
derrière Batman et le Joker. Je peux peut-être le sortir. Attends, je vais essayer de le sortir. Ouais, ouais. Je l'avais, je crois, derrière moi aussi, en fait. Je Ah regarde ben dans mes voilà. Voilà bibliothèques le auto. fameux Kirby Voilà, qui est juste là. voilà. Ben, j'ai commencé à travailler avec Michael Jérôme là-dessus en 2017. Ben, je lui ai fait la couverture d'ailleurs, et puis voilà. Et donc c'est là où on a fait effectivement. Il m'a convaincu de tenter le coup. Entre-temps, moi j'avais continué à publier Foxboy dans le journal PIF, qui Mhm. vivait une de ses énièmes renaissances provisoires. Euh, et c'est le moment où Delcourt arrêtait les albums, en fait, la publication, et où PIF s'arrêtait aussi. Et c'est là où il m'a proposé de faire un financement participatif avec un artbook. Et c'est ce premier bouquin qui a marché, qui a plutôt bien fonctionné. On a dû lever quasiment 40 000 euros. Et non, Voilà. on ne s'attendait pas à autant, effectivement. Voilà. Ta Ouais, participation au voilà. Donc bouquin. ça, c'était ma participation. Ouais. C'était ma participation à ce bouquin où chacun, en gros, devait exprimer ce que Kirby évoquait pour lui. Et pour moi, c'est la chose parce que c'est pour moi l'incarnation, c'est le personnage le plus proche pour moi de Kirby. Mhm. C'est-à-dire, c'est le socle, c'est le pilier. Toute la baraque tient sur ses épaules. Et même s'il a l'air comme ça, une apparence un peu grossière qui peut cacher qui serait pas subtil ou c'est le cœur battant du groupe en fait. C'est le cœur des choses. Et puis la position du penseur, évidemment, parce que c'est l'homme de pierre. Et puis pour rappeler que c'est un individu qui pense. Et Kirby était quelqu'un qui pensait énormément. C'était un fan de mythologie, c'était quelqu'un qui lisait énormément, qui écrivait. Et aujourd'hui, l'histoire ne cesse de, sans vouloir d'évaluer ou rentrer dans la stupide guéguerre Stanley Kirby. Sans Stanley, il n'y aurait rien qui aurait pu se développer parce qu'il a été le ciment entre toutes les briques. Mais, euh, Sans mais les Kirby, briques. c'est le mur porteur. C'est le Voilà. mur porteur, Kirby. Euh, tout nu avec lui, les premiers dessinateurs comme Buscema et tous ceux qui ont été invités à agrandir l'univers qu'il mettait en place étaient chargés de regarder comment Kirby donnait ce fameux dynamisme à la méthode Marvel, d'avoir un brouillon d'histoire et de le développer, et que Stan Lee n'avait qu'à arriver et les différents scénaristes pour poser des dialogues. Mais cette méthode-là, elle est vraiment née de l'instinct incroyable de cet étalon sauvage qui était Kirby, et de la méthode éprouvée déjà avec Joe Simon les décennies précédentes. Et donc j'ai commencé avec ça avec Michael Jérôme. J'avais observé ce truc qui s'appelle le financement participatif, où en gros on mouille la chemise sur le terrain, mais sans le public autour qui nous soutient, qui nous encourage, qui nous pousse, et ben il y a rien qui se fait. Donc je voulais tester avec un artbook ce que ça donnait. Michael m'a convaincu que le fait que j'étais un peu prof, un peu didactique, que j'expliquais beaucoup euh, comment moi je fais, plutôt que faire une méthode, il y avait un côté, oui, voilà, un peu didactique, un peu expliquer un parcours plutôt que vouloir faire une méthode de faire les comics, ce qui me semblerait assez ridicule vu que j'ai jamais bossé pour des éditeurs américains, donc j'aurais été très mal placé pour faire ni des leçons de dessin, ni des leçons de comment devenir auteur BD. Mais l'idée d'un bouquin parcours, de recueillir des dessins, et l'idée des paliers, c'est-à-dire que plus on montait d'étapes, plus ce fameux ruissellement tant vanté par les politiques qui veut que plus quelque chose fonctionne, bah, plus ça doit retomber sur ceux qui financent. Ben Mhm. voilà, on a monté le format, petit à petit, on a augmenté la pagination jusqu'à ce qu'on ait un bon gros bouquin. On a mis une jaquette, des dos toilés, on a rajouté des ex-libris, des posters, des cartes, une tonne de trucs, ce qui fait que les premiers actionnaire entre guillemets du truc se retrouvait riche parce que le projet gonflait, s'enrichissait, et qu'à chaque étape, il était important de faire partager une part de ce succès en enrichissant le cadeau pour ceux qui étaient là au début, et d'inciter les suivants à sauter le pas, et donc un truc réellement vertueux. Le système m'a plu, et surtout me fait penser que je serais peut-être pas ridicule si je reproposais la même chose l'année suivante, mais cette fois avec Foxboy, donc de la création. Et comme j'avais beaucoup de pages déjà créées pour le magazine PIF, et que PIF
par contrat, mais en fait me laissaient la totale jouissance des droits des histoires que j'avais publiées dans leur journal pour les rééditer dans un album ailleurs, que ce soit Delcourt ou chez un autre éditeur. Voilà, l'idée c'est que il fallait trouver un moyen de rebondir et surtout un moyen de continuer. Peut-être le plus grand péril qu'a affronté Foxboy, il n'est pas dans les pages de ses aventures, il est dans le fait que toute l'histoire a fait que normalement ça n'aurait pas dû dépasser les pages d'un magazine en breton, puis ça n'aurait pas dû dépasser Delcourt, puis ça n'aurait pas dû dépasser PIF, mais qu'à chaque fois on trouve une solution pour rebondir et que maintenant, on est en 2022, le 3e tome est en librairie aujourd'hui, si Macassar a bien fait son boulot, notre diffuseur-distributeur. Et donc, aujourd'hui, il y a un premier vrai cycle entier, complet, qui permet d'établir déjà beaucoup de choses dans l'histoire en fait, de Foxboy, et de là où je veux en venir après. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to the one who lives there.